Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. Une nouvelle fusée de la compagnie SpaceX vient d'être lancée. Nous retrouverons sur place notre correspondant Elie Devilette pour en apprendre plus sur les objectifs de la compagnie et du milliardaire Elon Musk. 4, 3, 2, Ça y est, il l'a fait. Elle a décollé sans exploser. À 15h45 heure locale et 21h45 en France, la Falcon Heavy d'Elon Musk s'est arrachée ce mardi 6 février 2018 de son pas de tir dans un grondement assourdissant et un énorme nuage de fumée. Avec ses 70 mètres de haut pour 11,6 mètres de large, Falcon Heavy est le nouveau mastodonte de SpaceX, une entreprise américaine fondée par le milliardaire Elon Musk. Cette fusée sera capable d'emporter 63,8 tonnes en orbite basse et jusqu'à 26,7 tonnes en orbite géostationnaire. Le lanceur Falcon Heavy est pour l'instant le plus puissant au monde, depuis la fameuse Saturn V qui envoya des Américains sur la Lune entre 1969 et 1973 au cours des missions Apollo. Ce lanceur est composé de 3 fusées Falcon 9, ce qui fait un total de 27 moteurs. La démonstration a été parfaitement réussie. Après 2 minutes de vol, 2 des lanceurs se sont détachés comme prévu de la fusée centrale. 8 minutes et 20 secondes après s'être détachés, les 2 lanceurs se sont posés quasiment simultanément sur 2 zones d'atterrissage à quelques dizaines de mètres seulement l'une de l'autre. Ils ont été récupérés pour être recyclés ou réutilisés dans de prochaines missions. Le reste de la fusée, quant à elle, a envoyé dans l'espace la voiture personnelle du PDG de SpaceX, une Tesla rouge, marque de voiture électrique également fondée par le prolifique ingénieur milliardaire. Conduite par un mannequin en combinaison spatiale baptisé Starman, au son de la chanson Space Oddity de David Bowie. La destination, une orbite héliocentrique autour du Soleil, proche de Mars. Et, à plus long terme, la conquête de la planète rouge. Le roadster d'Elon Musk devrait graviter autour de Mars pour quelques millions d'années, comme son propriétaire en avait rêvé. Encore faut-il trouver une planète habitable. C'est sur quoi les scientifiques se sont penchés. Proxima B pourrait faire l'affaire. Un reportage signé Loan Gouverneur. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est ce que cherchent à savoir depuis longtemps les astronomes. En 20 ans, ils ont découvert des dizaines de planètes potentiellement habitables, mais trop éloignées de la Terre pour les étudier. Une nouvelle découverte pourrait changer la donne. Proxima B est en orbite autour de l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure. Proxima B est particulière parce qu'elle est rocheuse, comme la Terre, et elle est située dans une zone tempérée où l'eau est liquide, expliqué par les scientifiques de l'Observatoire européen austral. Ce qui veut dire qu'il y a un processus qui crée de la vie, comme sur notre planète Terre. Et si cette configuration est fréquente dans notre galaxie, alors on peut se demander, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers, sur une autre planète? Cela pourrait être la plus grande découverte de tous les temps. Située à seulement 4,2 années-lumière du Soleil, soit 9 milliards de kilomètres, Proxima B pourrait être la première exoplanète à recevoir un jour notre visite. Que de belles images. Sans transition, le salon de Pékin vient d'ouvrir ses portes avec comme thématique principale les voitures à énergie renouvelable. Nous retrouvons sur place Lucas Boudou et Rio David pour nous en parler plus. Bonjour à tous, je vais vous présenter la voiture à hydrogène et vous dire si oui ou non elle peut être considérée comme l'avenir de l'automobile. Pour commencer, qu'est-ce qu'un véhicule à hydrogène? Eh bien, un véhicule à hydrogène désigne un transport qui utilise de l'hydrogène comme énergie de propulsion. Aujourd'hui, il existe 2 types de véhicules à hydrogène. Le premier possède un moteur à hydrogène qui fonctionne sur le même principe que le moteur à explosion. L'autre possède une pile à combustible qui produit de l'énergie électrique afin d'alimenter un moteur électrique. Les avantages de la voiture à hydrogène, c'est qu'elle ne rejette que de l'eau à l'utilisation, elle ne pollue donc pas. Pour environ 1 litre d'hydrogène seulement, elle peut parcourir 100 km. Elle peut faire un plein en seulement 3 à 5 minutes alors qu'il faut compter plusieurs heures pour un véhicule électrique. Actuellement, elle est plus fiable qu'une voiture électrique et avec un plein, une voiture hydrogène peut parcourir autant de kilomètres qu'un véhicule thermique et 3 fois plus qu'un véhicule électrique. Alors ce véhicule a bien évidemment des inconvénients.
Le premier est que peu de stations fournissent de l'hydrogène en France. Les prix des véhicules sont très élevés, aussi chers qu'un véhicule électrique pour la même puissance. Le coût de maintenance et de fonctionnement du véhicule est également plus conséquent que celui d'un véhicule électrique. Le prix du plein est à peu près du même prix que le prix d'un plein d'essence. Et pour finir, très peu de modèles sont disponibles à ce jour. Actuellement, il n'y a que 3 gros constructeurs de voitures à hydrogène et chacun d'eux ne propose pas plus de 2-3 véhicules. De 3 véhicules qui tournent aux alentours de 30 000 à 70 000 euros. Alors, est-ce que l'hydrogène permet de rouler écologique ? Oui, mais il y a un inconvénient. Une voiture équipée d'une pile à combustible ne rejette que de la vapeur d'eau. Elle est donc parfaite pour réduire la pollution à l'échelle locale. Mais pour la pollution globale, ce n'est pas encore ça. Car l'hydrogène sur Terre n'est pas l'état naturel, il faut la produire. Et pour produire cet hydrogène, on produit également du monoxyde de carbone. Donc un véhicule à hydrogène pollue un peu, mais c'est bien moindre qu'un véhicule à essence. Alors un véhicule à hydrogène se compose quasiment de la même façon qu'un moteur électrique ou qu'un moteur à essence. Ce qui diffère, c'est la batterie, le réservoir d'hydrogène, la pile à combustible et le moteur électrique. Les voitures à hydrogène sont-elles plus fiables ? Oui, j'ai répondu à cette question avant, les véhicules à hydrogène sont plus fiables qu'un moteur électrique et qu'un moteur thermique. La voiture électrique n'est-elle pas plus performante ? Non, au contraire, elle est moins performante qu'un véhicule à hydrogène. Elle a une autonomie bien moins importante et elle a des problèmes techniques un peu plus importants que la voiture à hydrogène. Je peux en conclure donc que la voiture à hydrogène peut être considérée comme un moyen de locomotion aussi propre que la voiture électrique, mais si on désire rouler propre aujourd'hui, il sera plus judicieux de rouler avec une électrique. Les constructeurs ont beaucoup investi dans le moteur thermique, alors comme pour le moteur Stirling on retrouve le même problème, ils ne souhaitent pas vraiment s'engager et s'investir dans un nouveau système. La voiture à hydrogène a quand même un avenir. Dans un monde où l'on consomme de plus en plus d'énergie électrique, une alternative est la bienvenue. Selon les constructeurs et les investisseurs, dans seulement 30 ans, il sera possible de voir à la place du samplon 98 et du gazole, de l'électrique et de l'hydrogène. En ces temps d'augmentation des prix du carburant, il est nécessaire d'observer les alternatives aux sacro-saints produits pétroliers. Il est vrai que les déboires récents du diesel ont poussé certains automobilistes à se tourner vers cette énergie dite plus verte. Dans certains pays comme par exemple la Norvège, qui se dit le pays le plus avancé, si bien que la part des voitures électriques et hybrides neuves dépasse les 50%. Là-bas, les Tesla se vendent bien plus que les Renault et les Audi. Cela est l'effet de la politique pro-électrique de la Norvège, qui donne des avantages aux possesseurs de ces dernières. Mais la Norvège n'est pas le premier consommateur de voitures électriques. Le pays qui en est le plus friand est la Chine. En effet, bien qu'en ces temps de réchauffement climatique la Chine est montrée du doigt, ils n'ont pas loupé le coche de l'électrique, car plus de la moitié des voitures électriques vendues dans le monde le sont en Chine. Mais en dehors des avantages gouvernementaux, il en existe qui en sont intrinsèquement liés à la technologie. Le rendement des voitures électriques est supérieur comparé aux voitures thermiques. Et surtout, le prix au kilomètre est bien plus faible comparé aux voitures à combustion interne traditionnelles, du fait du fort rendement et du prix de l'électricité. Et bien sûr, la voiture électrique n'est pas sans défaut, car même aujourd'hui, de nombreux problèmes et désagréments persistent. En effet, le premier et le plus important, le stockage de l'énergie, car même si les batteries se sont améliorées au fil du temps, les voitures électriques repoussent la technologie dans ses derniers retranchements. Ces dernières s'usent, coûtent cher, sont lourdes et ont une autonomie, au mieux, de 500 km pour les modèles Tesla dits haut de gamme. Ce qui est handicapant surtout pour les longs trajets, sans parler du temps de charge. Finalement, la voiture électrique offre des avantages environnementaux non négligeables. Fini les consommables, huile, etc. Surtout, elle simplifie grandement le fonctionnement interne d'une voiture. Pas de boîte de vitesse, etc. Donc, plus de rendement énergétique, ce qui va dans le sens des politiques de transition énergétique actuelles. Les énergies renouvelables, le nouvel enjeu du XXIe siècle. Quelles sont les alternatives possibles au nucléaire ? Théo Gerbier, Pierre Joigny, Yacine Ella Bessolo. Les énergies renouvelables sont au cœur de notre société en pleine transition énergétique. En effet, les moyens de production d'électricité actuels posent certains problèmes écologiques,
Nous pouvons par exemple citer le nucléaire en France qui pose souci du point de vue des déchets radioactifs qu'il produit. Nous devons donc nous tourner vers des énergies dites plus propres, plus vertes. À l'heure actuelle, c'est l'énergie solaire qui s'impose comme la solution numéro 1 dans la recherche des énergies de demain, ce qui est dû principalement aux divers avantages des panneaux photovoltaïques, plus communément appelés panneaux solaires, qui servent à la réception et à la transformation de cette énergie en électricité. L'énergie solaire présente donc de nombreux avantages, notamment le fait qu'elle peut être installée partout, même sur les sites isolés où elle offre une solution pratique pour obtenir de l'électricité à moindre coût. L'énergie photovoltaïque est totalement modulable et peut donc répondre à un large éventail de besoins. Au niveau de sa rentabilité, le contrat d'achat est conclu pour une durée de 20 ans. Les systèmes photovoltaïques sont fiables et les matériaux utilisés résistent aux conditions météorologiques extrêmes. Le coût de fonctionnement des panneaux photovoltaïques est très faible car leur entretien est très réduit et ne nécessite donc pas de personnel spécialisé. La revente du surplus de production permet d'amortir les investissements, voire même de générer des revenus. L'énergie photovoltaïque présente malgré tout quelques inconvénients dont le principal est son coût d'investissement élevé. Le stockage de l'énergie solaire pose également un problème car il nécessite des batteries, augmentant ainsi le coût d'installation. Pour finir, le rendement électrique diminue avec le temps. En ce siècle où développement durable et couche d'ozone sont les maîtres mots, de nouvelles formes de production d'énergie dites renouvelables s'imposent comme des alternatives soi-disant non polluantes aux combustibles fossiles et au nucléaire. Parmi ces énergies vertes se trouve la géothermie, grande oubliée auprès du grand public, elle s'impose néanmoins comme le meilleur choix possible pour les générations futures. Outre son utilisation à basse énergie, utilisée pour chauffer des maisons voire des barres d'immeubles, la géothermie à haute énergie ou profonde, soit lorsque la température de l'eau dépasse les 150 degrés Celsius, a pour but de produire de l'électricité à injecter sur le réseau national. Son principe est simple, la croûte terrestre est plus chaude que l'atmosphère, en faisant circuler un tuyau d'eau, puisant dans des nappes phréatiques d'eau chaude qui se transforment en vapeur en remontant à la surface, car moins pressurisée, dans des turbines qui, avec cette vapeur, produisent de l'énergie. Ses avantages sont nombreux. La matière première est l'eau, qui une fois passée dans les turbines est pratiquement entièrement retransformée sous forme liquide et est réinjectée dans le circuit, ce qui la rend inépuisable, et ne nécessitant pas des conditions atmosphériques spéciales comme l'éolien et le solaire. De plus, l'exploitation ne rejette presque aucun CO2, a une durée de vie de plus de 80 ans et le prix au kilowattheure est le plus bas de tous les moyens de production connus à ce jour. La machine à vapeur de James Watt, moderne, est infinie en somme, pourrions-nous conclure. Mais là est le piège. Si la géothermie n'est pas plus plébiscitée, c'est que sa mise en place n'est pas aussi simple que cela. En effet, en pratique, la géothermie est difficile à déployer, son coût de base avoisinant la centaine de millions d'euros pour l'équivalent en puissance d'un dixième de réacteur nucléaire. Le forage, difficile à réaliser car dépassant les 2 km de profondeur et allant même jusqu'à 5 km pour le site européen de Soultz-sous-Forêt, en Alsace, fragilise les sols et augmente grandement les risques sismiques. Le débat de la géothermie est depuis ces 10 dernières années remis sur la table et de nombreuses centrales, notamment en Alsace, premier producteur régional d'électricité issue de la géothermie, voient le jour afin de faire remonter la France dans les classements de l'Union européenne, seulement 14e en termes d'électricité géothermique. La production d'électricité en utilisant la force du vent est une forte croissance dans le monde, grâce à des éoliennes de plus en plus puissantes et de vastes parcs onshore ou offshore. L'avenir de cette énergie dépend de la maîtrise des coûts du développement. Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, laquelle est ensuite le plus souvent transformée en énergie électrique. Il existe plusieurs types d'éoliennes, dont celles produisant de l'électricité qui sont appelées aérogénérateurs, tandis que les éoliennes qui pompent directement de l'eau sont parfois dénommées éoliennes de pompage. Nous avons également une forme d'ancienne éolienne qui est le moulin à vent. Le vent provient d'un réchauffement inégal de la surface de la Terre qui crée des zones de température et de pression différentes. Les anticyclones et les dépressions. La pression cherchant naturellement à se rééquilibrer, des masses d'air se déplacent depuis les anticyclones vers les zones de dépression. Plus la dépression est importante, plus le vent est fort. Cette force, l'homme l'a utilisée depuis longtemps pour pousser ses bateaux à actionner des moulins. Aujourd'hui, grâce aux éoliennes, ils transforment en électricité. L'énergie éolienne constitue un moyen propre et renouvelable de produire de l'électricité. Son avenir devrait passer notamment par le développement des parcs offshore si le coût du développement sont réduits. Encore aujourd'hui, les avantages et les inconvénients de l'énergie éolienne font l'objet d'après-discussion. Deux critiques de fond sont souvent portées. Pour l'instant, l'électricité éolienne est plus chère à produire que par les moyens classiques nucléaires thermiques et nécessite des subventions
principalement sous forme de tarifs d'achat préférentiels. Toutefois, les gestionnaires de réseaux électriques ont appris depuis longtemps à gérer ces variations, qui touchent d'autres formes de production d'électricité comme le solaire. Ils considèrent que l'éolien peut couvrir environ 20% de la demande en électricité sur un grand réseau sans poser de problèmes techniques. D'autres solutions sont aussi élaborées pour pallier ces modifications de puissance. On installe ainsi des réseaux d'éoliennes plus étendus géographiquement, qui par leurs interconnexions peuvent assurer un niveau minimal d'énergie en jouant sur le foisonnement des productions de différentes zones. On cherche également à développer le stockage à grande échelle d'électricité produite, par des batteries notamment. En somme, l'énergie éolienne produite par la force du vent est un élément essentiel sur la palette des énergies renouvelables. Moins coûteux qu'une centrale électrique, il participe à protéger l'environnement et ne pollue pas l'environnement humain. D'ici quelques années, les éoliennes représenteront 28% de la génération électrique et ainsi fournir de l'énergie électrique dans des zones pratiquement inaccessibles par les distributeurs. Un nouveau rapport de l'OMS vient de tomber. Les batteries de vos smartphones seraient très dangereuses pour votre santé. Laissons Arnaud Baillet nous éclairer sur ce sujet. De nos jours, les appareils connectés et sans fil sont partout, dans nos poches, dans la maison. Tous ces appareils portatifs ont besoin d'être alimentés par des batteries. De plus, les appareils sont de plus en plus performants, ils ont alors besoin de plus d'énergie. Il existe plusieurs technologies de batterie. Prenons le cas du smartphone. Nous avons le lithium-ion. Cette technologie possède des avantages vu que son poids est faible pour l'énergie qu'elle délivre. Elle n'a pas d'effet mémoire. Pratique pour une batterie qui va être chargée presque tous les jours à partir d'un niveau différent. De plus, son autodécharge est très faible, quelques pourcents par an. Ce système a cependant des inconvénients, vu qu'elle n'aime pas les décharges profondes, ce qui lui fait perdre de la durée de vie. Une autre technologie, le lithium polymère. Le lithium polymère a les mêmes avantages que la batterie Li-ion, avec en plus une possibilité d'être encore plus fine avec différentes formes et ayant un rapport de puissance supérieur pour un poids plus faible. Les smartphones de nos jours prennent des formes complexes, il faut que les batteries s'adaptent. Son prix par contre est plus important que celui de la batterie Li-ion et on pourra la recharger moins de fois comparé à la majorité des Li-ion. Elle a cependant un point négatif non négligeable. Elle est moins résistante aux surcharges, donc elle peut s'enflammer, voire même exploser si on ne respecte pas les consignes de charge données par le constructeur. Nous devons aussi faire attention à notre chargeur, qui a un rôle relativement important, pour éviter de faire exploser les batteries. Pendant que l'on recharge sa batterie pendant la nuit et que le matin on la débranche, le chargeur est censé arrêter la charge de la batterie quand elle est arrivée à ses 100%. Cependant, certains chargeurs venant de contrefaçon que l'on peut trouver sur internet ne respecte pas les normes européennes et peut être néfaste pour la batterie de votre téléphone. Il faut aussi penser à faire charger nos téléphones et ne pas attendre qu'ils soient à 0%, pour éviter de détruire les cellules qui constituent la batterie. La firme Samsung s'est même vue arrêter la vente et la production de son smartphone Galaxy Note 7 à cause d'un risque d'incendie dû à la batterie. La firme Apple, elle aussi avec son iPhone 8, a dû récupérer un bon nombre d'appareils car leur batterie gonflait jusqu'à déformer le smartphone. Les chercheurs travaillent sur de nouveaux matériaux pour les batteries. D'ici quelques années, nous pourrons recharger nos smartphones en un temps record, grâce à un matériau, le graphène. Le graphène issu du graphite est un matériau composé d'une couche unique d'atomes de carbone, ce qui fait de lui un matériau en 2 dimensions et lui donne des propriétés uniques. Le graphène accélère le transfert d'énergie en maintenant un grand niveau de stabilité. Nous devons donc faire très attention lors de l'achat d'un objet possédant une batterie, en respectant ce que le constructeur recommande. Surtout, veillez à vérifier si notre appareil supporte la recharge rapide et ne pas acheter de chargeurs contrefaits par des marques ne respectant pas les normes de chargement. Cela pourrait endommager votre appareil ou même pire faire exploser la batterie. Les batteries sont à l'origine de beaucoup d'incendies et fait malheureusement beaucoup de victimes. Comme quoi la technologie peut être dangereuse, mais elle peut aussi sauver des vies. Nous retrouverons notre spécialiste Maxime Barnabé qui va nous expliquer un nouveau phénomène, les robots médicaux. Tous que la robotique est présente partout aujourd'hui et qu'il serait compliqué d'y vivre sans. Notre but est de montrer les dernières nouveautés créées dans le domaine médical. Les articles que j'ai sélectionnés consistent à prouver l'utilité de la robotique pour l'aide aux personnes. La médecine aujourd'hui est très pointue et a beaucoup évolué depuis le siècle dernier. Durant les années 2000, la robotique s'est intégrée à la médecine. La chirurgie devient de plus en plus complexe et demande de plus en plus de précision pour pouvoir réussir à faire de nouvelles prouesses. On peut nous poser la question, pourquoi ne pas créer des robots qui effectueraient le travail de plusieurs chirurgiens en moins de temps, tout en améliorant les conditions de vie du patient? Cette question ne se pose plus, car les robots sont bien présents dans de nombreux blocs opératoires. Les robots font un meilleur travail que les humains, car leur précision est plus rigoureuse. Cependant, derrière cette médecine nouvelle, un arsenal technologique s'est créé.
traités avec ces robots se disent aussi bien traités qu'avec un humain. Les douleurs sont bien moins présentes, mais les effets secondaires sont toujours là, bien que légèrement moins intenses. Les chirurgiens rappellent toutefois que les robots sont pilotés par des humains, et donc que le robot ne sert juste que d'aide aux chirurgiens. La chirurgie est critiquée pour son coût élevé, mais la robotique peut aussi servir d'outil de marketing. Les robots réduisent considérablement la durée d'hospitalisation car les patients récupèrent plus vite. Les robots Da Vinci sont les plus répandus dans le monde de la médecine. Grâce à ces robots, de nombreuses opérations délicates peuvent être opérées sans difficulté, comme la prostatectomie, les greffes de pancréas, les prélèvements de reins, les laryngectomies, les ablations de la thyroïde ou encore les ablations de l'utérus, pour ne citer que les plus connus. Ces robots amènent différents points de vue et nous forcent à nous interroger sur ces nouveaux moyens médicaux et à imaginer la suite des découvertes technologiques qui nous permettront d'être de plus en plus performants médicalement. Espérons que ces robots arrivent à se développer. Sport, ou plutôt e-sport, cette nouvelle discipline rassemble de plus en plus de spectateurs, non pas autour d'un stade, mais d'un jeu vidéo. Reportage de Jimmy Fagno. Je vais vous parler de l'e-sport League of Legends en France. Mais d'abord, qu'est-ce que l'e-sport et d'où vient cette méthode de l'e-sport? Et bien tout simplement, l'e-sport, c'est plusieurs personnes qui jouent à des jeux vidéo sur console ou sur ordinateur. Et d'autres personnes les regardent, que ce soit sur des plateformes de streaming ou tout simplement en direct dans une salle. Tout a presque commencé sur un jeu vidéo qui se nomme StarCraft 2. Un jeu solo où vous devez construire votre base et attaquer votre ennemi sur une carte. Généralement, cela se passe sur du 1 contre 1. Donc l'éditeur Blizzard, celui qui a fait ce jeu, a décidé d'organiser des petits tournois dans une convention de jeux vidéo. Et de plus en plus de personnes ont participé à ces conventions, en créant ainsi une communauté et aussi l'e-sport. Puis vient League of Legends, qui est un jeu en équipe de 5 contre 5, dont le but est de détruire la base de l'adversaire. Pour l'aspect compétitif, cela a commencé il y a à peu près 7 ans, avec les premiers championnats du monde dans une convention au nord de l'Europe. Puis, la société qui a créé ce jeu, Riot Games, a décidé de créer des ligues dans chaque région du monde. Les ligues Championship Series d'Amérique du Nord, d'Europe et enfin de Corée. Juillet 2016, Riot Games décide d'ouvrir des bureaux à Paris pour être plus proche des événements en France. Jusqu'ici, ils avaient créé un championnat de France qui était le Challenge France, qui regroupait des équipes semi-pro pour un tournoi qui se multipliait à l'année. Mais un problème persistait. Comment arriver en professionnel? Il existait un tournoi qui se nomme les Challenger Series, mais le problème c'est qu'il fallait passer par plusieurs qualifications et de plus, les gagnants de chaque tournoi de leur pays ne gagnaient pas leur place dans ce tournoi. Donc en janvier 2018, Riot Games annonce la suppression de cette Challenger Series et remplacé par un nouveau tournoi regroupant les gagnants de chaque pays de l'Europe. Ce tournoi se nomme les European Masters. Donc, Riot Games France annonce l'arrivée d'un nouveau tournoi qui se nomme le League of Legends Open Tour. C'est tout simplement un circuit professionnalisant de 7 étapes réparties dans toute la France. Au moins à l'intérieur, ils n'ont pas à se soucier de la météo. Météo au cœur du problème depuis que la tempête s'est abattue sur les côtes landaises. Comment pouvons-nous prévoir le temps et qu'est-ce que la météorologie? Expliqué par Florent Pascal. Vous vous êtes sûrement demandé comment les météorologues font pour vous donner votre météo dans votre département ou encore votre ville. Dans ce sujet, nous allons voir quels sont les outils essentiels pour un bon météorologue. Pour connaître la température, savoir quand des importantes dépressions orageuses peuvent intervenir et donc prévenir la population d'un danger potentiel. Nous pouvons enfin connaître la météo, du moins la prévoir, grâce au physicien Blaise Pascal depuis 1648.
L'invention du baromètre et du thermomètre fournit les moyens de mesure nécessaires à l'étude scientifique de l'atmosphère. Ainsi, en 1648, Blaise Pascal organise une expérience au cours duquel Florin Perrier vérifie que la hauteur atteinte par la colonne de mercure dans un tube de Torricelli est nettement inférieure au sommet du puy de Dôme qu'à son pied. 2 siècles après, nous pouvons voir des énormes évolutions. Maintenant, nous utilisons des satellites. Pour la France, le satellite s'appelle Météosat 7. En 2018, Météosat 7 est toujours en activité, battant un record de longévité pour un satellite météo géostationnaire de l'opérateur européen. Avant Météosat 7, nous avions Eumstat qui a duré 20 ans et 4 mois. Pour avoir accès à la météo, la technologie est devenue obligatoire. L'informatique embarquée est devenue quelque chose qui a commencé à se développer dans les années 2000, car dans tous les satellites météorologiques qui circulent dans l'espace, tout ce qui les compose sont de l'informatique embarquée. La récupération de données sont traitées par des microcontrôleurs, le traitement de l'information reçue, puis l'information est envoyée à la Terre pour être encore une fois traitée par des hommes cette fois-ci, car dans l'espace, ce sont des machines qui traitent l'information et donc il y a possibilité d'y avoir des erreurs. Nous pouvons savoir la météo de partout dans le monde et hors monde. Dans le monde de la mer, grâce aux bateaux équipés de mesures météo et de bouées fixes et dérivantes qui permettent de calculer la vitesse du vent et de prévoir les chutes de précipitations. Sur la Terre, avec les centres de météorologie spatiale ainsi que les stations automatiques qui, eux, donnent la météo en temps réel. Par exemple, en cas de forte température ou de fort vent, elle envoie une information au centre de Météo France par exemple, qui eux décide après s'il faut prévenir les Français d'un danger potentiel ou pas. Ces informations peuvent n'être données que par de la technologie embarquée. Les stations automatiques sont composées de quelques capteurs qui sont reliés à de l'informatique, ce qui permet d'envoyer l'information aux utilisateurs des données. Même chose pour les bateaux équipés de mesures météo. Ce sont des capteurs qui envoient l'information à un ordinateur qui traite l'information et qui l'envoie à l'utilisateur des données et qui ensuite envoie ces données à Météo France. Grâce à la technologie et les satellites météorologiques permettent des préventions, c'est-à-dire éviter des morts quand des tempêtes sont annoncées ou des typhons ou encore des ouragans. C'est grâce à cette avancée technologique que le nombre de morts a diminué grâce à l'avancée technologique au XIXe siècle. Le nombre de morts liés aux événements météorologiques est 3 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Nous pouvons dire que l'avancée technologique liée à la météorologie continue de progresser au fil des années et espérons que dans 18 ans, la météorologie pourra prévenir le monde entier des conditions météorologiques et ne pas avoir de personnes décédées après le passage de ceux-ci. Météo que vous retrouverez avec Evelyne Delia juste avant les experts Miami. Bonne soirée sur J2I News.